Alors, je vais savoir, il y a un certain nombre de projets. Par exemple, King Zero Trou. C'est un projet que Samba Lukonde s'est engagé dans le cadre de consolidation. Je n'ai pas vu reprendre ce projet ici. Est-ce que c'est pris dans le carnet noir ou c'est la rupture ou c'est la continuité? De deux, on est déjà en train de lancer l'identification de la population avec la remise des cartes. Je n'ai pas senti cet effort-là pour le recensement aussi. Si peut-être vous pouvez tenir compte, ou vous l'avez dit peut-être quelque part d'autre. Il y a un problème de la dette intérieure. On parle de la richesse des Congolais, des millionnaires, mais il y a des millionnaires ici que l'État doit de l'argent. La dette intérieure de nos opérateurs économiques ne sont toujours pas payés, mais c'est énorme. Si vous pouvez vous approcher de ça et voir dans quelle mesure vous pouvez financer en payant la dette intérieure. Madame va payer les dettes intérieures et finance quoi? Vous dites que madame puisse voir comment payer la dette intérieure pour financer quoi? Quand on paye la dette intérieure, on finance les entrepreneurs locaux. Parce que c'est de l'argent que l'État a bloqué. C'est de cela que je parle. Je crois que les priorités telles que madame les a définies, il ne faut pas nous en écarter. Là, vous entrez, peut-être vous êtes vous-même opérateur économique. Puisque j'ai comme l'impression qu'ici, et je ne voudrais pas que ça soit l'habitude dans cette salle, chaque député qui a parlé, sauf 5 ou 6, chacun a parlé de son coin. Mais vous oubliez que vous êtes des députés nationaux. Moi, j'aimerais entendre un député de Bukavu parler de Bazouélé, par exemple. Ou celui de Boudjala parler de Kambove. Alors, des dettes intérieures, mon frère, allons dans les choses sérieuses. C'est plus sérieux que cela. Non, ça... Il y a des opérateurs économiques qui ont failli tout simplement parce que le gouvernement... Mais oui, mais ça doit faire... Question qui relève de la politique générale du pays. D'accord. Le ministre du budget, finances, l'OGDP, travail, même au moment où nous parlons ici. D'accord, président. Donc, ils vont tenir compte de cela sectoriellement, mais si on le fait, ça serait une bonne chose. En attendant, madame, j'ai vu aussi, dans le pilier 3, vous avez proposé qu'un comité de suivi soit mis en place. Vous avez mis OR, donc Office des routes, OVD, JET et l'autre. Vous avez omis bureau technique de contrôle. Chaque fois, ce bureau est toujours omis. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours autour des bureaux techniques agréés indépendamment qui n'est pas officiel. C'est comme ça que la qualité des ouvrages, la qualité des routes, des fois, ne donne pas ce qu'il faut. Alors, aussi sur la culture, j'ai vu ici les agendas législatifs. Si la ministre de la Culture n'a pas ces 2 ou 3 lois, il ne fonctionnera pas. La politique culturelle va lui donner les cadres d'avancer et de bien définir les options de politique générale pour relancer notre culture. Je n'ai pas vu dans l'agenda que vous avez proposé les domaines culturels ainsi que les statuts de l'artiste. Si on peut réinsérer là-dedans, ce serait une bonne chose. Il y a aussi un petit souci, j'ai vu que vous n'êtes pas attardé à cela, c'est autour des distributions de carburant. Le carburant dans sa distribution fait partie de réseaux de transport. Vous pouvez résoudre le problème des routes, mais si le carburant n'est pas bien distribué dans le pays, ça va toujours impacter sur le prix d'une manière générale dans le pays. Donc, si au niveau de l'hydraulique, hydrocarbures, on peut tenir compte de cela, ça serait une bonne chose. Et pour la guerre aux affaires sociales, il y a une organisation ou une direction qui s'occupe des dépendants de militaires. Le blessé de guerre, leurs enfants, des veuves, tout cela. Il y a un décret qui était en préparation là-bas. Jusqu'aujourd'hui, ça titube un peu. Si vous pouvez prendre cela en charge, ça sera une bonne chose. Ça, c'est du côté contribution. Voilà les quelques mots que j'avais à dire. Au-delà du fait que vous avez négligé les grands bandoulous, je ne sais pas pour quelle raison,
par rapport à la prise en charge de ARN1, l'amélioration, vous vous êtes engagé d'améliorer de Kinshasa vers Matadi et de moderniser. Vous avez omis Kinshasa jusqu'à Bachamba. Sur cette nationale-là, numéro 1, au niveau de Pont Kwango, l'honorable Mbosso à côté, il le sait, combien on a eu de menaces. Non, c'est à côté du Kwango, du Kenge là-bas. Ce pont-là va s'écrouler. Si on ne fait pas attention d'ici 3-4 mois, à de prochaines pluies, on va perdre ce pont. Et le pont aussi sur la rivière Kouilou, c'est déjà dépassé. Vous pouvez donner des ingénieurs, on a refait la fois passée, mais il y a toujours des soucis. Si on peut y pencher, on va bien garder, conserver notre national numéro 1 qui en principe devait être modernisé. Oui, je conclus en proposant un tableau que je vais faire entrer, les engagements de consolidation du gouvernement passé et ce qui vous relie avec ce que vous avez fait comme engagement pour voir ce que vous allez prendre et ce que vous pouvez laisser de côté. Merci. Mais honorable Dédé Moupassa, vous avez oublié de dire aussi que le Congo a un problème très sérieux de relier le nord et le sud. Ceux qui sont au sud, ils se considèrent comme étant dépendants de l'Angola. Et ceux qui sont au nord, ils bénéficient de la nationale numéro 1. Et il y a des érosions partout, alors que c'est une province prometteuse. Kassongolunda est isolé, Kaemba isolé. Donc tous ces coins-là sont isolés. J'aurais voulu que vous parliez de l'ensemble du Congo, au lieu de vous limiter seulement au point qui vous intéresse, vous, et quelques députés, puisque même le Kouilou a le même problème. Donc c'est très important, puisque si on résout ce problème-là, Madame la Première ministre, les Kwango et les Kouilou, plus le Congo central, peuvent inonder Kinshasa comme vous pouvez pas vous imaginer. Aujourd'hui, nous sommes devenus des déversoirs de l'Angola parce que nos compatriotes ne savent plus être en contact avec nous, routes coupées. Merci honorable Dédé Moupassa. Pardon? Mais vous avez dit que vous avez un tableau à remettre à Madame la Première ministre. Non, à l'étape de la route, oui. J'avais fini sur l'étape de la route. Non, là, c'est moi qui viens de vous réveiller. Vous aviez déjà fini. Non, je voulais parler de l'encouragement que vous faites sur la décentralisation. J'encourage cela, mais dans le cadre de la décentralisation, on a créé des villes et des communes. Ces villes et communes sont abandonnées. C'est pas structuré, il n'y a pas une gouvernance là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces cités-là, qui sont devenues des communes rurales, il y a des érosions. Personne ne contrôle l'aménagement du territoire, rien n'est fait. C'est-à-dire, en créant ces cités, en le poussant vers des communes comme commune de Dibaya-Louboué, commune de Mangaï, ils vont disparaître parce qu'il y a des ravins. Et personne n'est là pour maîtriser ces ravins-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci honorable Dédé Moupassa. Voilà pourquoi le président de la République avait créé le ministère de l'aménagement du territoire. Je suis en train de regarder mon indicateur ici. Honorable Christelle Wanga, de Ensemble, suivi de Moussaou de Avançon et évêque Fomo Mapanda Mabaza Zefeira. Ah, Monseigneur Mapa, ah, vous le connaissez? Ah, voilà, donc il est de votre parti alors, tout en étant l'opposition. Madame Christelle, vous avez la parole. Merci, honorable président, honorable membres du chers collègues, Madame la Première ministre et membres du gouvernement. Honorable président, les différentes images qui nous parviennent de l'Est du pays démontrent des différentes violations des droits humains, des images qui sont insoutenables, des enfants égorgés, des femmes violées, des villages décimés, et nos compatriotes se retrouvent dans les camps de déplacés. Et même alors, là, ils ne sont toujours pas en sécurité. En lisant le programme de Madame la Première ministre, je n'ai pas saisi la politique gouvernementale de la sécurisation de nos compatriotes dans les camps de déplacés. Et même dans cette politique, je voudrais bien savoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire
depuis le mois de janvier jusqu'à nos jours, combien y a-t-il eu des femmes égorgées? Combien y a-t-il eu des villages décimés? Et dans ce même registre, le recensement scientifique, honorable président, chers collègues, dans une nation, les citoyens ne sont pas que de noms et des post-noms. Les citoyens sont aussi des numéros qu'ils acquièrent à la naissance et qu'ils perdent à leur mort. Il y a un grand penseur économique qui a dit que la population accroît de manière géométrique et les substances qui doivent suivre doivent se faire de manière arithmétique. Nous voulons travailler sur l'emploi des jeunes. Combien il y a des jeunes? Combien il y a des personnes handicapées? Nous voulons la promotion de la femme. Combien il y a des femmes? Combien il y a des enfants? Aujourd'hui, nous tablons sur les suppositions, mais en réalité, on ne peut rien faire si nous n'avons pas des statistiques fiables de notre population. Honorable député, honorable président de l'Assemblée, honorable député, chers collègues, concernant la révisitation du contrat chinois, ce contrat léonais, Madame la Première ministre nous a dit que ce contrat pourrait nous rapporter 12 000 km de route, sachant que la RDC a besoin de 55 000 km de routes nationales et de 90 000 km de routes de dessertes agricoles. J'aimerais savoir c'est quoi l'impact de 12 000 km de route et savoir ces fonds, d'où proviendront ces fonds. Est-ce de ce dossier litigieux que l'on a avec la SICOMIN ou c'est la continuité du contrat que nous avons avec cette entreprise? L'agriculture, bien des collègues ont parlé sur l'agriculture, mais j'aimerais dire que l'agriculture, c'est aussi la culture. Avant de travailler la terre, il faut apprendre à l'aimer. C'est aussi une action du gouvernement. Il faut apprendre à nos enfants dès les bas âges à aimer l'agriculture. Alors lorsqu'on lit le programme, on remarque qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations, mais on ne peut pas oublier que nos ancêtres nous ont légué les techniques agricoles. Il est inadmissible de constater qu'à l'époque, nos ancêtres pouvaient faire du riz et du très bon riz à Bumba. Et aujourd'hui, chaque année, nous attendons le riz provenant du Japon qui est qualitativement inférieur à notre riz. Alors, il faut se le dire, comment est-ce possible qu'un pays qui a appris, la RDC qui a appris à la Malaisie comment faire la culture de l'huile des palmes, et aujourd'hui, la Malaisie est patronne dans ce domaine. Donc, c'est une interpellation, Madame la Première ministre. Enfin, la formation professionnelle. Je remarque dans le programme que nous sommes figés lorsqu'on parle de la formation professionnelle. Coupe et couture, menuiserie, hôtellerie, qui est très noble, c'est très bien, mais il faut nécessairement que l'on puisse adapter notre formation ou nos formations professionnelles également à nos ressources. Il est admissible qu'on ait cherché des jeunes Sud-Africains pour travailler dans les mines, au Katanga par exemple, parce que nous n'avons pas réussi à former nos enfants sur la connaissance également de nos ressources. Pourquoi pas des formations sur l'or, sur le diamant, sur le cobalt et sur le coltan. C'est très important. Alors, honorable président, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut aucun pénible. Madame la Première ministre, j'ai remarqué que vous avez gardé le projet Métro-Kin. Je pense qu'on ne vous intimide pas avec les éléphants blancs. Il faut apprendre à simplifier les choses compliquées et non de compliquer les choses simples. Kinshasa a tout d'abord besoin de ces trains urbains. On commence d'abord par là. Et c'est après ça qu'on va peut-être avoir d'autres projets faramineux peut-être, irréalisables peut-être, mais Kinshasa a d'abord besoin de ces trains urbains. Enfin, chers collègues, j'ai lu et relu ce projet, ce programme, beaucoup de théories, beaucoup de chiffres, mais peu d'indicateurs. Madame la Première ministre, après 5 ans, si l'on vous pose cette nette question, ce programme propulsera la RDC à quel niveau? Avec des indices bien définis en matière de pauvreté, de lutte contre la corruption, sur le plan alimentaire. Ma question est de savoir que répondriez-vous? J'ai dit, je vous remercie, chers collègues.
Merci, madame. Honorable député, voyez, vous êtes applaudi par tout le monde. Vous qui venez de l'opposition, c'est bien. Donc, madame la Première ministre, vous êtes encouragée à construire notre chemin de fer parce que vous avez dit, sans le chemin de fer, le commun niveau. Je sais qu'elle a dit. Heureusement que ça vient d'elle. Merci beaucoup. Elle a fait de bonnes propositions. Ça doit intéresser le vice-premier ministre Liao, effectivement. Le problème des handicapés, elle a souligné ça, mais je voudrais dire effectivement que le président de la République m'avait dit qu'il allait instruire le vice-premier ministre Liao pour qu'on applique la loi. Je crois que tout le monde avait suivi, nous avons été envahis dernièrement ici par les personnes vivant avec handicap qui réclamaient le départ de Madame Irène comme si c'est elle qui a engagé tous les handicapés. Les lois sont là, on va les appliquer et le vice-premier ministre Liao maîtrise bien les lois, cette loi qui donne des avantages aux handicapés, aussi bien dans le public, avec 30% je crois, et le privé 20%. Donc, cher ami Liao, vous aurez du travail et je sais que vous aimez du travail. Voilà de l'emploi qu'on va donner au prix de Mini. Je suis très content de voir que madame pose la question de l'impact. Non, l'impact, il est 12 000 km, ce n'est pas peu. Je crois 12 000 km de routes asphaltées, c'est beaucoup. Même si notre objectif est d'arriver à 60 000, mais 12 000, moi j'estime que si ça se fait en 5 ans, c'est déjà un miracle ça. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Madame Moussaou Sele. Ah mais comment? Moussaou c'est un homme, hein? Ah, c'est Moussaou. Moussaou Célestin. Non, puisque en Andajika, nous avions beaucoup de Moussaou, des femmes. Excusez-moi mon frère, je n'ai pas voulu vous déformer sur le plan physiologique. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et estimés collègues, la lecture avec attention soutenue de ces programmes de gouvernement présentés par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a inspiré en moi un petit commentaire à faire, quelques questions à soulever et des conseils en termes de recommandations. En ce qui concerne mon petit commentaire, après avoir suivi la présentation faite de manière magistrale, il y a lieu de noter que ce rapport reste de manière générale, générique, quoique tautologique. C'est un programme générique, un programme dont la définition d'une véritable économie de guerre fondée sur les pratiques économiques exceptionnelles manque. Un programme qui définit faiblement la prise en compte des ferments politiques d'une véritable cohésion nationale, d'une véritable unité nationale pour une paix durable. Il s'agit d'un rapport qui manque de prise de position claire et nette en vue de la définition d'une approche holistique dans la situation de guerre dans l'est du pays. On se réfugie plus à une seule approche qui consiste à résoudre les problèmes de conflit que nous avons dans l'est du pays, pas seulement dans l'est du pays, et même au niveau de Kwamouth, sans tenir compte de cette approche globale, holistique, qui résoudrait facilement les problèmes.
Il y a dans ce programme une faible précision au sujet des cadres macroéconomiques. Honorable Président, je suis sûr et certain que Madame la Première ministre et chef du gouvernement conviendrait avec nous que l'échange international facilite la paix, l'éclosion et l'affermissement de la paix. Mais la question est de savoir comment les différents gouvernements successifs ne sont jamais arrivés à résoudre les problèmes d'insécurité dans notre pays par la voie de l'échange international, qui faciliterait aussi la division internationale du travail. Si on s'en tient à la description présentée dans ce programme, où Madame la chef du gouvernement insiste sur la coopération engagée avec des partenaires régionaux, sous-régionaux et internationaux, on doit se poser la question si par le passé, on a utilisé ces ingrédients au niveau international conformément aux textes légaux, ou bien ça a été négocié en solo avec toutes les conséquences auxquelles nous assistons aujourd'hui. Une autre faiblesse que je note dans ce programme, c'est la présentation de manière bric-à-brac de la situation de l'enseignement supérieur et universitaire. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a eu le courage, et cela a été soulevé par un collègue qui est passé bien avant nous. Pour certaines catégories, Madame essaie de soumettre quelques indications en termes de la prise en charge de ces catégories-là. Mais pourquoi depuis toujours on laisse l'enseignant congolais, et particulièrement l'enseignant au niveau du supérieur, clochardisé? Essayez de vous poser des questions en ce qui concerne tous les pays qui nous entourent. Vous trouverez que le professeur d'université en République démocratique du Congo est clochardisé par son propre gouvernement. Je pense qu'il s'agit cette fois d'une occasion avec vous de pouvoir repenser à toutes ces problématiques-là. Un autre problème, vous avez annoncé dans votre programme la création d'agences et autres structures devant gérer telle ou telle autre action. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre devrait savoir que trop de structures tuent la structure. Cela a été soulevé par notre collègue Kabila, qui a parlé de plusieurs agences créées au niveau de l'institution président de la République. Mais si vous-même vous allez en ajouter encore d'autres, vous allez tuer les structures classiques qui n'attendent que d'être renforcées afin de pouvoir trouver des problèmes, des réponses aux problèmes du pays. Deux petites questions avant de vous faire quelques conseils en termes de recommandations. Finalement, quelles sont les mesures urgentes que votre gouvernement envisage de prendre afin de lutter drastiquement contre la paupérisation de nos populations dans nos circonscriptions électorales? L'exemple de la province du Haut-Lomami est un exemple criant. Une province où il n'existe aucune entreprise à caractère industriel. Une province où les routes n'existent que de noms. Et l'interconnexion à laquelle vous faites allusion dans votre programme pourrait dans une certaine mesure trouver des réponses à cette problématique-là. La seule entreprise à Kabongo, par exemple, c'est l'enseignement. S'il faut considérer l'enseignement comme entreprise, c'est l'unique entreprise que nous avons, avec des NP et des NI en cascade. Les dernières réformes consistant à pouvoir mécaniser les structures n'ont pas affecté la province du Haut-Lomami. Sans parler des autres territoires
qui se trouvent dans cette province, singulièrement le territoire de Kabongo. Autant d'agents qui sont retenus comme agents publics, une centaine, 3 seulement sont payés, ce qui n'est pas normal. Deuxième interrogation, avant d'arriver à la deuxième interrogation, la population de la population devrait être accompagnée par la lutte contre les tracasseries administratives. Des péages instaurés un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Même ceux qui ont des vélos avec des bidons d'huile sont soumis au paiement de ces taxes, ce qui continue à enfoncer cette population dans la misère. Honorable Président de l'Assemblée nationale, je voudrais aussi savoir comment Madame la Première ministre peut transformer les potentialités, disons, les richesses économiques que nous avons dans notre pays et les traduire en fermant plutôt des paix. Les autres nations ont réussi à transformer ce qu'ils ont comme ressources économiques, les différentes richesses minières, forestières et autres, en véritable fermat d'épée. Pourquoi la République démocratique du Congo n'en viendrait pas aussi à ce niveau? Comme conseil, que Madame la Première ministre joue effectivement le rôle de Premier ministre et non celui de Premier commissaire d'État. Nous voulons aussi que les différents ministres intègrent dans leur programme les programmes technologiquement excusés de la déprogrammation positive des mentalités, même s'il y a un ministère de l'Éducation qui va s'en charger, mais que chaque ministre puisse avoir dans son programme le changement des mentalités pour arriver à des réponses citoyennes aux attentes de cette population congolaise. Dernière recommandation. Tenez absolument compte de l'approche holistique qui tiendrait compte de la dimension politique, diplomatique, économique et même ce que nous avons appelé le changement de l'homme. Vous avez aussi évoqué la collaboration qui doit exister entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Mais vous savez que dans votre gouvernement, beaucoup de ministres qui avaient tendance à se soustraire au contrôle parlementaire sont revenus. Je crois que cette fois-ci, il faudrait que les ministres, quand ils sont invités au niveau des commissions, ils se présentent et qu'ils ne se soustraient pas à ce contrôle parlementaire jeudi. Merci pour votre intervention. Vous pouvez être sûr que les ministres ne vont pas se soustraire, puisqu'il vaut mieux être présent que d'être absent, puisque quand vous êtes présent, vous pouvez vous défendre. En étant absent, on peut vous frapper, puis alors que le droit de la défense est universel, la présomption d'innocence, c'est le principe. Nous allons passer la parole à l'évêque. Oui, j'ai reçu beaucoup de petites. L'évêque, oui. Oui, oui. Évêque, vous pouvez parler. Madame Aminata, ne vous en faites pas, vous allez parler. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des petits mots ici. Merci, honorable président. Honorable Flory, vous allez parler parce que j'aurai du travail à vous demander. Flory m'a pas embouli, vous vous apprêtez, vous allez parler. En contrepartie, vous avez fait du travail. Non, c'est vous qui avez la parole d'abord. Ok, je suis honorable Bindu, vous êtes effectivement évêque, non? En fait, je suis de Nouvel-Élan, il a un problème de santé. Vous êtes évêque? Ah, mais vous n'êtes pas évêque, mon frère. Attendez un instant. De Nouvel-Élan. L'évêque de Nouvel-Élan, il a un problème de santé. Voilà, aussi, ce n'est pas vous l'évêque. Il fallait commencer par vous excuser. Vous payez le titre de l'évêque. Non, non, c'est ce que je voulais dire. Comme ça, là, ça passait par le baptême. C'est terrible, ça. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président du bureau de l'Assemblée nationale,
honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, Excellence Madame la Première ministre, je prends la parole au nom de mon parti, Les Nouvel Élan, pour apporter notre contribution au débat sur le programme du gouvernement. Je présente mes félicitations à Madame la Première ministre et à tous les membres de son gouvernement pour leur nomination et pour le programme qu'ils présentent à ces jours à la représentation nationale. Notre intervention se résume en 13 pages. Donc, il ne serait pas possible que j'étale tout ça ici. Évêque intérimaire, vous faites un bref résumé et vous remettez les documents. Donc, je vais verser l'intégralité de notre intervention au niveau du bureau. Très bien. Et ça sera transmis à Madame vous saluez la Première ministre et le gouvernement. Et vous allez vous asseoir. J'essaie quand même de relever 2 points. Je vais intervenir sur 2 points, le premier pilier et le 4e. Mais avant tout ça, vous allez m'autoriser, honorable président, de faire observer à Madame la Première ministre que je suis de la province du Kwango. Que votre gouvernement fort de 54 membres ne comprend aucun membre de la province du Kwango. Samuel qui est du Kwango, monsieur. Il est de Kinshasa, honorable président. Il est élu naturel de Kinshasa depuis 2018-2023. Il n'a jamais été du Kwango. C'est l'honorable de Kinshasa. Un instant, honorable député. Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait ce genre de débat ici à l'Assemblée nationale. J'ai bien compris, honorable président. Si vous avez des enfants qui sont nés aux États-Unis, dont le jour ils reviendront ici, on ne dira pas qu'ils sont de Kwango. Je disais ça, honorable président, parce que la ville-province de Kinshasa. Ok, je passe à autre chose. Quota supplémentaire, il faut le dire, c'est tout. D'accord. Je voulais un peu intervenir par rapport au premier pilier. Parce que les collègues députés parlent de la création d'emplois, bien sûr. Mais dans le principe directeur du programme du gouvernement, au premier point, tiré 2, on nous parle de l'emploi décent et de la protection du pouvoir d'achat du Congolais. Oui. Je dois quand même faire voir aux honorables députés que le gouvernement, à travers la fonction publique, a fait des réformes courageuses et a entamé un service qui est, je pouvais dire, louable. Mais il se pose certains quoi. C'est-à-dire quoi? Vous dites aujourd'hui que vous créez 6 400 000 emplois. Vous les créez, vous mécanisez les personnels. Mais en réalité, sur terrain, nous, en tant qu'honorables députés, nous avons des plaintes du jour au jour. Le premier employeur étant l'État congolais. L'État congolais mécanise les personnels de la fonction publique. Il y a des arrêtés. Mais qu'est-ce qui se constate sur le terrain? Il y a un arrêté, il y a un numéro matricule qui est attribué à quelqu'un, qui est payé par exemple le premier mois, et au deuxième mois, il verra que son numéro matricule est attribué à une autre personne. Ce sont des faiblesses, c'est ce qui fait que, au niveau de votre ministère, vous voyez que vous avez mécanisé 500 personnes. Mais au niveau de la base, nous voyons que la situation reste inchangée. Et comme on doit un emploi décent, je ne crois pas que, Madame la Première ministre, avoir un emploi décent, il faut être payé trimestriellement. Au niveau de Kinshasa, le gouvernement débloque l'argent pour les paiements mensuels. Mais il s'est fait qu'au niveau de l'intérieur du pays,
les banques bloquent les paiements de fonctionnaires et ceux-là ne sont payés que 3 mois après, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Banque Lambert par-ci, et ils ne sont pas... En fait, nous ne pouvons pas parler de l'emploi décent en ce moment-là. Alors, ce que je voulais peut-être demander au niveau du gouvernement... Vous avez dit que vous avez le document. Mais là, ça fait depuis 10 minutes que j'attends le document. Il y a un document qui est purement technique qui sera exploité, mais c'est qu'attend notre population. Vous avez 15 secondes et vous me donnez le document. D'accord, je vais passer à autre chose. Le deuxième point, vous me donnez le document maintenant. Maintenant, donnez-moi les documents, s'il vous plaît, parce que vous avez d'abord usurpé le titre d'évêque. Je suis d'accord, honorable président. Le pilier 4. Madame la chef du gouvernement, nulle part j'ai vu dans votre programme, vous savez dans quelles conditions les nouvelles provinces ont été créées. Toutes les infrastructures sont restées dans les anciennes provinces. Nulle part où j'ai vu l'accompagnement du gouvernement dans la construction des infrastructures des nouvelles provinces qui n'arrivent même pas à accéder à 40% de l'air retenu à la source. Ces provinces-là souffrent. Et parlant de l'électricité et autres services de base, ma province du Kwango est à moins de 70 km à vol d'oiseau du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ces projets pour l'électrification de la province, de la ville de Kenge, n'a jamais été effectif. Je ne sais pas si en citant les centrales hydroélectriques ou en citant les autres infrastructures, vous l'avez fait à titre indicatif, ou ce sont ces centrales-là et ces villes-là et ces routes-là qui devront être prises en compte dans votre programme. Si c'est cela, en tout cas, je pense qu'il faudra revoir un peu votre programme et intégrer d'autres points beaucoup plus importants. Et enfin, lorsque je m'adresse un peu sur le volet infrastructure, moi dans mon territoire, les programmes de 100 jours avaient affecté des bacs. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on affecte des équipements dans des territoires, dans des entités, il n'y a aucune communication. La représentation nationale ne connaît rien et ces équipements sont affectés en dehors des lieux indiqués. Alors, je vais peut-être proposer au gouvernement, lorsqu'il y a des affectations comme ça, qu'il y ait une communication qui permettra à ce que les élus nationaux soient au courant de qu'est-ce qui est affecté dans telle ou telle autre entité. Parce qu'en fait, je ne peux pas comprendre que quelque chose soit affecté par exemple à la province de Lomami, mais que cela se retrouve dans la province du Kwango. Ainsi de suite. Voilà, comme on joue derrière les temps, et c'était les quelques observations que j'avais à faire au sujet, mais le reste, le gros du travail, je vais le déposer au niveau du bureau pour qui sera transmis au niveau du gouvernement. Merci beaucoup, honorable évêque intérimaire, puisque je ne connais pas son nom, et cher collègue, évêque suppléant, voilà. Merci. Honorable Aminata Namasia, vous n'êtes plus au gouvernement. Ah bon? Vous avez la parole pour le compte de AMB. Non, oui, c'est ça. AMB. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues. Avant toute chose, je profite de l'occasion pour féliciter Madame la Première ministre et son équipe gouvernementale pour le programme gouvernemental qui répond aux défis de notre pays dans ces 6 piliers. Honorable Président, mon intervention se situe sur 3 piliers du programme.
Le premier, en ce qui concerne la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens. Dans la page 33 du programme, sur les 10 objectifs nous présentés par le gouvernement, une question se pose sur les mécanismes de la mise en place de l'encadrement de ces vastes programmes qui consistent à l'équilibrage de l'effectif de la police dans tout le territoire national sans aucune discrimination. Étant donné dans la province du Bas-Ouélé et plus précisément dans le territoire de Bambessa et Ango, nous constatons un sous-effectif criant des agents de la police nationale congolaise, ce qui pousse la population à se prendre en charge lors de certaines interventions qui devaient être prises en charge par les services de la police nationale, notamment la sécurisation de nos frontières entre la province du Bas-Ouélé et la République centrafricaine. Ça nous éviterait en tout cas à la population la présence des rebelles. Ces rebelles-là qui existent depuis plus de 2 décennies dans la province de Bas-Ouélé, mais qu'on ne cite presque jamais, les LRA, mais aussi les éleveurs Mbororo. Et dans la page 38, sur le pilier en ce qui concerne l'aménagement du territoire, la mobilité des populations au point D, on nous parle des lancements des travaux d'urgence des secteurs les plus abîmés de nos routes nationaux. Ici, je plaide, honorable président, à notre gouvernement de veiller à ce qu'on puisse intégrer au-delà de la RN4 qui prend l'axe Kisangani-Bouta, mais qu'on puisse aussi intégrer la RN25 qui prend la route Bouta-Iziro en passant par Dungu, Nyanya et Bunya. Parce que la province du Bas-Ouélé, c'est parmi les provinces agricoles de notre pays. Et aujourd'hui, la population continue à avoir beaucoup de récoltes agricoles, mais nous n'avons pas de moyens d'évacuation. D'où nous plaidons à ce que cette route-là soit aussi prise en compte par le programme du gouvernement. Et enfin, le pilier 4 sur l'accès aux services de base. Pour votre gouvernement, Madame la ministre, dans la province du Bas-Ouélé, nous avons le barrage hydroélectrique dans le territoire de Bambessa. Mais souvent, quand nous parlons de tout ce qui concerne les barrages hydroélectriques de notre pays, j'ai comme l'impression qu'on a toujours tendance à oublier le barrage hydroélectrique de Bandou Central. D'où j'aimerais aussi demander au gouvernement si on peut intégrer cette barrage hydroélectrique. Ça permettrait à ce que notre province soit électrifiée, ce qui permettrait aussi que la réalisation soit effective dans le Bas-Ouélé. Et enfin, je demanderai à ce qu'on puisse aussi considérer le rapport qu'on a laissé au niveau du gouvernement Samadé sur les états généraux du sport, parce qu'à l'époque, on avait promis à notre province la construction des stades au niveau des Bouddha. Aujourd'hui, nous aimons le sport. Aujourd'hui, nous regardons comment notre équipe nationale essaye quand même de nous faire plaisir en gagnant. Mais je vous assure, si on essayait de prendre tous les meilleurs joueurs que nous avons dans nos provinces et dans nos territoires, pourquoi pas un jour la RDC aussi peut gagner la Coupe du Monde. Alors, sur ce, je demande à nos collègues députés nationaux de voter ces programmes d'action de notre gouvernement. Et je félicite Madame la Première ministre. Merci. Alors, on va passer la parole à Pierre Soumeil de AABG. Il sera suivi du groupe de A et C, où 2 personnes prendront la parole. Vous m'indiquerez lesquelles 2 personnes. Je voudrais que Guy vienne m'indiquer les 2 personnes qui prendront la parole sur les A et C. Mais en attendant, l'honorable Pierre Soumeil de AABG, il est là.
Pierre Soumeil. Il n'est pas là. Mais il y a la liste des gens des ABG, monsieur le rapporteur. Cherchez-moi la liste des ABG puisque c'est pas ça. C'est ceci. Non, c'est ça. Donc, il y a Guilain Nyembo, je pense. Passer la parole à madame. Vous vous appelez comment? Pierre Soumeil. Ah, vous êtes là, il est là. Oui, je suis là. Vous êtes à... Oui, ABG. Ok, c'est très bien, il est là. Merci, Président. Honorable du bureau, chers collègues, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, je préfère commencer mon propos par vous dire courage au lieu de merci, parce que j'imagine que vous et votre équipe, la tâche qui vous attend est une tâche énorme. Alors, quelques observations de forme, je m'en passe. Je reviens quand même sur la page 73.4 du programme envoyé. Ça doit être une faute de frappe. Par contre, je reviens largement sur un fait. Le fait, c'est que votre programme et surtout vos priorités ne fait pas du tout mention aux étudiants congolais de l'étranger. J'en suis un fruit et je pense qu'aujourd'hui notre pays regorge pas mal de compétences à l'étranger que l'on peut faire revenir justement pour faire évoluer le pays. Il y a cette diversité justement dans la formation qui peut constituer un levier non négligeable dans notre développement. Et là, je pense que le ministre des Affaires étrangères avec le ministre de l'Enseignement supérieur peuvent aider pour ce faire. À part ça, je reviens aussi sur l'aspect lié à la page 54, à la poursuite de la décentralisation. Alors, je pense très humblement qu'aujourd'hui, notre pays a une structure qui puisse aider la décentralisation à aller de l'avant. Je parle ici de l'inspection générale de la territoriale. Évidemment, tout le monde a des yeux braqués sur l'inspection générale des finances. Peu sont ceux peut-être qui savent qu'il existe une inspection générale de la territoriale qui peut justement aider le gouvernement à faire répercuter ou au mieux à contrôler les actions qui se passent sur terrain. Cette inspection aujourd'hui est l'ombre d'elle-même, dépourvue de moyens, avec un budget très marginal. La page 38 parle de la connectivité du pays. Alors, j'aimerais par contre que vous intégriez un aspect très important en ce qui concerne l'axe routier sur la nationale numéro 1, Mukulu-Bantsamba, jusqu'à la frontière angolaise, en passant par Gungu-Cité et Kayemba. Alors, je finirai mon propos sur le lancement de la phase 2 du programme 145 territoires que vous avez évoqué. Je pense qu'en ce qui concerne cette phase, vous parlez dans votre programme des routes qui vont être faites. Et je me dis au même moment, je me pose la question, si vous avez eu le temps de vérifier les priorités des territoires concernés. Je vais ici vous parler de la province du Kwilu. La province du Kwilu est traversée par la nationale numéro 1. Sur ce tronçon, quand vous prenez le territoire de Gungu, Idiofa, Masimanimba, Bagata, Bulungu, Bandundu-Ville, Kikwit-Ville, vous allez vous rendre compte pour certains territoires qu'il y a des tronçons routiers qui ne sont pas asphaltés. Et du coup, quand vous partez de Kinshasa-Ville pour Kikwit-Ville par exemple, vous en avez pour 500 et quelques kilomètres de route en voiture, vous pouvez facilement mettre comme ça 6 à 7 heures de temps. Mais par contre, quand vous partez de Kikwit ou mieux Mukulu-Bantsamba pour Gungu, 30 km de route, vous en avez pour au moins 4 heures de temps.
Je pense que dans la priorité en ce qui concerne les 145 territoires, dans les chefs-lieux de ces territoires-là, ce ne sont peut-être pas la construction des maisons des administrateurs des territoires. Ce sont plutôt les routes qui permettent aux populations de se déplacer en bonne et due forme. Et alors, je reviendrai sur le fait... Mon cher, soyez concis. Merci, Président. J'attire enfin votre attention sur le fait que toutes les promesses sur la ruralité que vous avez eu à faire, j'ai un attachement très, très personnel avec la ruralité, feront l'objet d'un suivi très particulier. J'en cite deux. Vous avez promis de construire 10 000 km de routes de dessert agricole par année. Page 38 de votre programme, point 2. Vous avez promis de construire 20 forages par année dans chaque territoire. C'est contenu dans votre programme. Et j'ai vu, en passant à la page 27 de votre programme, que vous faites mention à la cellule climat des affaires qui fait un travail énorme. Et ce travail, vous avez promis dans votre programme que votre gouvernement allait s'atteler là-dessus pour faire évoluer le pays. Et donc, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne notre regroupement, s'il faut utiliser les termes techniques, nous comptons vous apporter notre vote de confiance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, honorable Eddy, vous ne m'avez pas indiqué le nom de deux personnes qui devaient parler pour le compte des AASC. Avec 2018, vous m'avez envoyé deux noms. Il s'agit de Marcel Tchipepele et de Michel Moto. Mais Rémi Moukouesso, il est déjà là. Rémi Moukouesso est là. Honorable Moukouesso, vous pouvez prendre la parole en attendant. Oui. Vous pouvez indiquer-moi des noms. Ok, très bien. Merci. Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues, je tiens aussi à féliciter Madame la Première ministre et son équipe. Et pour cette même occasion, je vous souhaite un fructueux mandat et j'espère que votre avènement à cette grande responsabilité va finalement nous amener la paix à l'est du pays. Honorable Président, mon intervention s'articule sur deux points essentiels. Mais avant d'en arriver, Honorable Président, je tiens à alerter la Première ministre que les retours de la paix à l'est du pays devraient passer par la victoire sur le M23, c'est-à-dire la victoire sur les Rwandais. Au-delà de ça, on sera toujours en train de contourner sur une même situation. Et je crois que si nous arrivons à gagner cette guerre, ça sera une résolution durable pour la situation de l'Est du pays. Honorable Président. Dans votre prochaine intervention, si vous revenez sur ce qu'il y a de dit, on gagne du temps, on vous retire la parole. Merci. Je crois que tout le monde a parlé de la victoire, même de donner les moyens. Alors merci beaucoup, Président, pour cette remarque, mais c'était très important parce que c'est notre élite depuis notre naissance, Président. Nous sommes nés et grandis dans la guerre. À partir de Kinshasa. Honorable Président, comme je l'ai dit tantôt, j'ai deux observations. La première concerne les cadres de la contextualisation du programme d'action du gouvernement. Parlant de défi, Honorable Président, c'est à la page 3, les documents indiquent qu'il est urgent de répondre aux urgences du moment ainsi qu'aux exigences de développement à moyen et à long terme. Toutefois,
le document ne se limite qu'à énoncer les urgences du moment, laissant de côté les énoncés des urgences de développement à moyen et à long terme. Ceci devrait être explicite dans le plan national stratégique du développement qu'on intitule PNSD, souligne les documents. Cette stratégie, honorable président, montre que, en réalité, nous faisons face à un document qui manque d'autres points essentiels qui se retrouvent dans le plan stratégique national de développement. Et la première ministre a indiqué que ce plan stratégique est encore en élaboration. Donc pour moi, j'estime que nous avons un document inachevé et j'espère qu'elle tiendra compte que l'Assemblée nationale puisse examiner les documents stratégiques de développement. C'est très très important. Honorable Président, la deuxième observation, c'est au niveau, c'est aux objectifs 4.3.2, action 2, construction des stades. Madame la Première ministre, vous allez nous construire combien de stades? La ville de Butembo, la cité d'Ouvira, la ville de Boma, ce sont des entités sportives. À Butembo, depuis 2018, on nous avait promis la construction des stades modernes, mais jusqu'aujourd'hui, nous attendons la construction de cette stade parce que cette ville regorge de talents et nous pensons que si nous avons un stade dans cette ville, je crois que ces jeunes pourront contribuer à l'avancement de notre sport national. Sur l'axe stratégique, honorable président, les points 2, page 31 et 32, poursuite de la montée en puissance des forces de défense et de la sécurité. Les objectifs et les actions ne comportent aucun indicateur objectif vérifiable, ni qu'aucun délai n'est prévu pour examiner et le suivi, pardon. Il est par exemple, Président, au niveau de l'action 1, qu'il faut poursuivre le programme de recrutement au sein de FARDC en vue de dégager les inactifs. Je pose la question, Madame la Première ministre, combien de militaires doivent être recrutés et à quelle fréquence? Combien de militaires devront être retraités et à quelle fréquence? Ce sont des questions essentielles que nous devons avoir des réponses parce que notre armée doit effectivement monter en puissance, mais il faut qu'il y ait des indicateurs très clairs, Madame la Première ministre. Pour chuter, honorable président, je reviens sur les actions à mener dans le secteur de développement rural. À la page 18, honorable président, la Première ministre nous a fait montrer qu'on pourra construire, qu'on pourra réhabiliter autour de 10 000 km de routes à dessert agricole. Cage définie, plutôt cage divisée par 26 provinces, j'ai trouvé autour de 68,9 km par territoire. Mais pour moi, je trouve ça insuffisant et insignifiant. Parce que ces 69 km ne pourront pas résoudre les réels problèmes qui pourront nous amener à évacuer les produits agricoles produits dans des agglomérations rurales. Donc, Madame la Présidente, je vous demande d'en ajouter encore plus dans ce secteur pour que notre pays ait assez de routes à dessert agricole bien réhabilitées. Honorable Président, je finis par cet adage d'un Américain et physicien américain, Albert Einstein, qui avait dit ceci, que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
Madame la Première ministre, vous devez nous apporter des nouveautés. Nous ne voudrons pas assister à des comportements ou des attitudes qui nous ont ramenés en arrière au lieu d'avancer. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, nous serons trop exigeantes envers vous pour que cette fois-ci, votre gouvernement reflète l'efficacité. Et l'efficacité, ce sont des actions. L'efficacité, c'est le suivi sur terrain. L'efficacité, c'est l'évaluation de votre programme gouvernemental. Vous savez, Madame la Première ministre, la matrice de la mauvaise gouvernance en RDC se matérialise par l'inefficacité des politiques publiques. Nous attendons l'efficacité de votre gouvernement afin que nous ayons un Congo nouveau plus beau qu'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Je passe la parole à l'honorable Edi Mundela, qui sera suivi par l'honorable Carole Aguito, tous des A et C, et que les honorables honorable Chipepele et honorable Moto Michel se préparent. MLC, Cathy est passé, vous voulez que quelqu'un d'autre passe? Alors, l'honorable Fambe va passer à un moment donné, il n'y a pas de problème. Merci au président pour la parole. Et Fambe, il est du MLC, non? Si ma liste il y a Fambe, il est du MLC. Vous êtes du MLC ou pas? Mais alors, est-ce qu'on a clôturé la séance? L'INC, il n'y a qu'une seule personne qui est passée jusque-là. Les gens ne se rendent même pas compte que mon propre regroupement, j'en ai deux, il n'y a qu'une seule personne qui est passée. Si vous étiez à ma place, vous auriez déjà fait passer au moins 10. Allons-y, Edi Mundela. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je tiens à féliciter Madame la Première ministre et son gouvernement pour leur nomination et leur souhaite bon vent dans l'accomplissement de leur mission. Après un examen minutieux du programme d'action du gouvernement, il s'avère que c'est un chapelet de bonnes intentions. Il n'apporte pas de manière précise des réponses idoines aux préoccupations légitimes de notre peuple. Ce qui me pousse à formuler les observations ci-après, tout en soutenant les dits programmes. Les documents que nous avons reçus a bien identifié les problèmes du pays. Les choix portés sur les priorités du moment semblent refléter les défis auxquels la population attend du gouvernement actuel des réponses efficaces, à savoir la résolution durable des crises humanitaires, les efforts de pacification de l'Est du pays, la sécurité alimentaire et la viabilisation des espaces économiques. Toutefois, il apparaît que ces priorités ne sont pas hiérarchisées. En effet, les documents présentés présentent beaucoup d'ambition et d'intention, mais ne fournissent pas un aperçu clair sur la hiérarchisation des priorités du gouvernement. Pour illustrer ces propos, il revient de constater que pour notre pays, qui est agressé par le Rwanda, les programmes devraient rassurer la population sur l'importance et les moyens du gouvernement à rétablir la paix à l'est du pays et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, faisant ainsi de ces piliers du programme l'urgence des urgences. Un plan d'action chiffré et avec un chronogramme de réalisation aurait permis une compréhension facile d'une telle hiérarchisation. En outre, les documents restent vagues sur des réponses à apporter sur certaines questions cruciales. Les programmes
ne renseigne pas sur la manière dont le gouvernement attend répondre aux défis liés au développement du secteur financier, le rétablissement de la confiance dans la monnaie nationale et la dédollarisation de l'économie, les actions du gouvernement en province, etc. Par ailleurs, les documents décrivent faiblement le programme de développement local des 145 territoires, alors que ces derniers matérialisent la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peu de détails sont fournis sur la mobilisation des ressources et la mise en œuvre, alors que le PDL 145 territoires suscite beaucoup d'espoir de la population dans les différents coins du pays et surtout dans mon territoire de Kabea-Kamwanga, dans le Kasaï oriental. En passant, je tiens à signaler à Madame la Première ministre que la route qui relie Mbujimaï et Kasaï est dans un état lamentable. Les documents devraient refléter la poursuite de ces programmes comme un axe prioritaire. Les ressources dédiées à ces programmes, dont les activités ont fait l'objet des études, doivent, dès la prise de fonction du gouvernement, être décaissées pour rencontrer, dès la première année, les attentes de la population dans les territoires du pays. Les réalismes et la crédibilité du financement du programme soulèvent beaucoup de préoccupations. La mise en œuvre du programme va exiger un financement dont il faut mobiliser 227 100 milliards de francs congolais pour une période de 5 ans, soit une moyenne environ de 18 milliards de dollars par an. Sur ce budget, les montants des ressources propres sur la période se chiffrent à 207 700 milliards de francs congolais, soit 69,6 milliards de dollars contre les prévisions du FMI d'environ 60 milliards sur la même période. Bien plus, le budget de l'exercice 24 semble déjà à la hausse par rapport à celui adopté par les deux chambres du Parlement et promulgué par les chefs de l'État en décembre 2023. Et par ces rapports du cadre budgétaire à moyen terme 2024-2026 annexé à ce budget de 2024. Ce qui amène à questionner sur les hypothèses qui sous-entendent cette majoration et l'impact de mesures proposées par les gouvernements pour le reste de la période. Les mesures pour atteindre ces objectifs de recettes constituent un relevé de bonnes intentions non quantifiées. Il me vient aussi à poser une question. Qu'en est-il de la construction de la ville portant le nom de notre héros national, Lumumba? Et en conclusion, je formule quelques recommandations au gouvernement. Refléter comme pilier numéro 1 le rétablissement de la paix à l'est du pays et la restauration de l'autorité sur toute l'étendue du territoire. 2. Décrire les réformes à mener dans le secteur financier. 3. Détailler les actions à mener dans les provinces et dans le cadre de la création des emplois décents. 4. Inscrire la mise en œuvre et la mobilisation du programme de développement des 145 territoires comme une priorité. Et 5. Fournir les hypothèses chiffrées qui sous-entendent la mobilisation des ressources sur les 5 années du programme d'action du gouvernement. Ainsi, j'en appelle à tous à un sens de patriotisme, à investir les gouvernements le plus vite pour que ces derniers se penchent aux problèmes qui accablent nos populations. Je dis, je vous remercie. Merci, honorable Carole Aguito, vous avez 3 minutes. Après, l'émotion, je prendrai après. Et que les honorables Michel Moto et Marcel Chipepele et Michel Moto s'approchent tout de suite après Carole Aguito prenne la parole.
Après l'honorable Fambe du MLC, nous allons revenir sur la motion qui était en suspens. Il n'y a pas de motion dans la motion. Il y a une motion en suspens. On va y revenir après les 3 interventions que je viens d'énumérer. Honorable Carole, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Oui, l'IDP Sekibassa aura la parole aussi. Je demanderai votre indulgence parce que j'ai vu les collègues parler tellement longtemps. Je suis en train d'intervenir concernant les provinces oubliées de la République. Donc je vous demande de me donner un peu plus de temps. Non, vous avez 3 minutes alors. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, Excellence Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, avant toute chose, nous tenons à saluer le programme d'action du gouvernement qui a tenu compte des promesses électorales du chef de l'État. Cet exercice vise aussi à éclairer et en même temps à apporter des pistes d'exploitation différentes des différentes réalités omises dans le dit programme. Notre regard porte sur 4 observations fondamentales dont l'une ne figure pas dans le programme, mais qui revêt un caractère important et stratégique. Créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages, protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens, aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale, la reconstruction des chefs-lieux des nouvelles provinces. Pilier 1. Créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. Dans l'axe stratégique 1.2.6, pourquoi l'identification des sites n'a pas été faite de manière objective en tenant compte de l'équilibre des investissements au niveau national, sachant que le Bas-Zouélé regorge plus de 10% de la couverture forestière de la RDC et se classe en première position en termes de couverture des aires protégées, soit 87 000 km², équivalent à 54% de la superficie totale de la province dédiée à la conservation des sites touristiques tels que le domaine de chasse Roubi-Télé dans le territoire de Bouta, domaine abritant la plus grande réserve d'Okapi, site accessible à partir de l'aéroport national de Zéga. Cette non prise en compte s'étend au domaine de chasse de Bili Ouéré, première aire protégée d'Afrique, située entre le territoire de Angor et de Bondo, ayant une superficie de 60 000 km² avec un paysage unique composé de grandes forêts et savanes où l'on trouve des espèces phares, de la richesse de la biodiversité animale de la RDC, tels que les éléphants de savane et forêt, les lions, les léopards et même les paons. Je ne puis oublier de parler de la réserve de Api, toujours dans le Bas-Zouélé, où l'on trouve même les girafes. Au nom de l'équité nationale, nous sollicitons la prise en compte de ces 3 sites parmi les projets retenus à la page 31 du programme du gouvernement. Pilier 2. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Parmi les actions identifiées, voir à la page 34 du programme d'action du gouvernement pour la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens, rien n'a été envisagé pour la province du Bas-Zouélé, pourtant affectée par l'insécurité tout au long de sa frontière d'environ 800 km² qui sépare la RDC
avec la République centrafricaine. C'est avec regret que le phénomène de braconnage international des éleveurs armés Ouda sème la terreur, pillant et créant désolation tout le long de cette frontière, décimant les animaux dans les aires protégées. La menace sécuritaire s'étend à la migration des masses non contrôlées, des éleveurs étrangers armés, des différentes nationalités connues sous la dénomination des éleveurs Mbororo, qui répandent l'insécurité et désolation des citoyens congolais, abandonnés à leur triste sort, pourtant dans leur propre pays, et cela dure depuis plus de 20 ans. Pilier 3. Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Dans l'axe stratégique 3.1.1, pages 38 et 39, aucun investissement n'a été réservé sur le projet CEFU, chemin de fer des Ouélés. Malgré la programmation du gouvernement sortant pour la construction de la voie ferrée allant de Bumba, Aketi, Buta, Isiro et Mumbere. Axe principal 826 km, dont les débuts des études ont été lancés à Buta au mois de novembre de l'année passée par le Premier ministre sortant avec une forte délégation gouvernementale dont faisait partie le ministre en charge des transports de l'époque, qui se trouve être encore dans votre gouvernement, bien dans une autre fonction, mais je pense qu'il connaît bien le dossier. Il s'agit du ministre Ekila. Il en est de même de la bretelle de voie ferrée Komba-Bondo, longue de 121 km, la voie ferrée Andoma-Titoulé, longue de 32 km, du dragage de la rivière Itimbiri et Rubi, de la réhabilitation des infrastructures portuaires d'Aketi et Buta, axe 1, Gouma-Ligbogo, et axe 2, Bumba-Aketi-Buta. Réhabilitation de l'aéroport de Zega, dans le chef-lieu de la province du Bas-Ouélé, victime d'actes de sabotage de différentes guerres-agressions. Sur le plan stratégique, nous devrions pouvoir aux équipements de radars de surveillance des aéroports nationaux pour les renforcer le renforcement du contrôle du trafic aérien dans sa globalité. La RN4 Kisangani-Buta, longue de 409 km, cette route d'intégration régionale devrait s'étendre à Monga jusqu'à Ndou. Ceci figure dans les actions identifiées à la page 38. La RN6 Doulia Aketi Bunduki Équateur, en lieu et place de la RN6, il est écrit la RN16. Le mandat étant national et non régional ni provincial, nous sommes dans le regret, comme d'habitude, de constater que depuis 2015 à nos jours, les différents gouvernements qui se sont succédés tour à tour n'ont pas rempli leur devoir constitutionnel de la construction des chefs-lieux des nouvelles provinces, dans la majorité des cas, qui ressemblent à ce jour à des villages, pourtant ayant vocation à être les vitrines, la représentation du soft power de la RDC. L'unité nationale passe également par la reconstruction des dits chefs-lieux, qui n'ont pas de bâtiments administratifs, de logements, de voiries urbaines et avec une absence totale de fourniture d'eau et d'électricité. Cette contribution rejoint la vision du président de la République, grand bâtisseur de la nation, à travers le PDL 145 territoires et assurer la continuité territoriale en ajoutant
deux programmes spécifiques. Je suis en train de chuter programme de reconstruction des chefs-lieux des nouvelles provinces, programme de la rénovation des villes et notamment la ville de Kinshasa et la ville de Kisangani comme étant des expériences pilotes afin de lutter contre le phénomène de ruralisation des communes, c'est-à-dire des agglomérations urbaines jadis modernes qui se transforment petit à petit en villages en pleine ville. L'expérience de certaines communes à Kinshasa, comme à Kisangani, doit nous interpeller sur la nécessité de la dotation d'un tel programme pour conserver les acquis et briser la discrimination. Honorables députés et chers collègues, je vous invite tous à approuver le programme du gouvernement et à l'investir afin de lui permettre de commencer le travail tant attendu par la population que nous représentons. J'ai dit. Merci honorable Carole Aguito pour votre présentation. Ce n'était même pas une intervention. C'était une deuxième présentation parallèle à celle de Madame la Première ministre. Honorable Marcel Tchipepele, vous venez aussi avec une farde et je vais vous arrêter. Soyez concis si vous allez dans des discours de présentation parallèles au discours de Madame la Première ministre. Je vous arrête. Merci, Honorable Président. Je crois que je vais respecter le temps imparti. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, nous avons lu avec intérêt le programme du gouvernement que nous allons investir aujourd'hui. Cependant, nous relevons des observations que nous jugeons très importantes. On sait que le projet d'espoir est salutaire pour la province du Kasaï central, n'y sont pas repris. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce par oubli, omission ou tout simplement une mauvaise foi? Honorable Président, nous axons notre intervention sur des observations suivantes. 1. La route Kalamambouche, je ne peux pas y revenir puisque mon collègue Meshak en avait déjà évoqué. Mais il faut souligner ici, Honorable Président, bien que combattu par l'existence du poste frontalier Kasumbalesa et la construction du port en eau profonde de Banana, cette route revêt une importance capitale pour l'ensemble de l'espace du Grand Kasaï, voire même le province du Maniema et du Lualaba, car elle permet de relier la province de Lunda Nord et en Angola au reste de nos 7 provinces. Pour cela, Honorable Président, le gouvernement que nous allons investir est obligé d'en tenir compte dans le cadre de lancement des travaux d'urgence. 2. Le projet de construction d'un barrage hydroélectronique sur Chute Mbombo. Honorable Président, nous sommes à la page 42, plus précisément aux objectifs 4.1.1.1 qui vise à garantir un accès fiable à l'électricité pour tous les groupes sociaux. Permettez-nous, Honorable Président, de saluer la reprise du projet Chute Katende dans le programme du gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Cependant, étant donné la durée des travaux sur ces sites, qui ne devrait pas prendre moins de 5 ans, et compte tenu du temps restant pour la réalisation de son programme de gouvernance, nous exhortons le gouvernement de la République à s'atteler sur une
une alternative, à savoir le chute Mbombo. Les études de faisabilité supervisées par le BSECO indiquent que les travaux sur ces sites ne prendront que 18 mois, avec un budget considérablement réduit et une capacité de production de 20 MW suffisante pour alimenter l'ensemble de la ville de Kananga et ses environs. Chute Mbombo, pourquoi? Puisque, honorable président, la population du Kasaï central veut du concret. Vous êtes vous-même exclamé ici pour dire que finalement Chute Katende devient une malédiction ou une réalité. 3. La réhabilitation de l'aéroport national de Kananga. Honorable président, restons au point consacré à la connectivité du pays. Je vous ramène au point 9 des actions identifiées. Une fois de plus, nous faisons constater un oubli flagrant de l'aéroport national de Kananga en ce qui concerne le lancement et l'accélération des travaux de construction et de modernisation. Honorable président, l'aéroport Lungando de Kananga, de par sa position stratégique et capitale, constitue une priorité des priorités sur ce point, dans le sens qu'au départ de cet aéroport, on peut atteindre chacune de nos provinces en seulement 1 heure de vol et qu'il est situé au centre du pays. D'où la nécessité d'insérer en premier lieu et en toute priorité la réhabilitation de cet aéroport dont les travaux ont été lancés mais sont au point zéro une année après. Le point 4, aménagement de la voirie urbaine. L'honorable président, toujours à la page 38, cette fois-ci au point 11, nous voudrons attirer l'attention de la première ministre et de son gouvernement que la République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa en ce qui concerne la voirie urbaine. Nous avons par exemple les travaux de la voirie urbaine de la ville de Kananga qui ont été officiellement lancés par le chef de l'État, mais qui sont aujourd'hui abandonnés et à la base de plusieurs têtes d'érosion qui détruisent la ville de façon accélérée. Et je vous informe que la ville de Kananga est en voie de disparition. Nous sollicitons donc l'accélération et l'achèvement des travaux de la voirie urbaine de la ville de Kananga. 5. Construction d'une nouvelle usine de captage d'eau sur la rivière Lulua à Kananga. Honorable président, honorable membre du bureau et très chers collègues, nous sommes à la page 43 au point 4.12 relatif à la garantie à l'accès d'eau potable. Il s'y est de signaler que la province du Kasaï central en général et la ville de Kananga en particulier... Un instant, honorable. Un instant, honorable. Je voudrais prévenir tous les autres qui vont vous suivre. Puisque si, attendez un instant, nous n'allons pas parler au même moment. Je m'adresse à tout le monde maintenant. Si chacun de vous vient avec une présentation exhaustive de sa province, nous allons faire 2 mois en train de vous suivre tous ici. On vous a suffisamment suivi au Kasaï central. Maintenant, conclusion et les documents vous remettez au bureau, nous remettrons à Madame la Première ministre. Merci beaucoup. Si j'insiste, honorable président, la province du Kasaï central est l'une des provinces oubliées, alors que c'est une province qui a voté le chef de l'État à plus de 98%. Il est important que cette population soit quand même récompensée. Je vais citer, pour ne pas abuser du temps. Honorable président, je vais citer par la construction d'un stade omnisport à Kananga. À la page 47, sur la promotion du sport, je fais référence au point 2 des actions
à mener qui concerne la construction et la modernisation des infrastructures sportives. Ici, Honorable Président, nous demandons à Madame la Première ministre et son équipe de tenir compte de l'inexistence d'infrastructures sportives dans la province du Kasaï central et sollicitons par conséquent la reprise en urgence du projet de construction des complexes omnisports Ndaye Mutubile. Non, Mutumbula. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je veux vous inviter à approuver, moyennant les observations faites ici pour le Kasaï central, le programme du gouvernement Soumina. Jeudi. Souminois. Merci honorable. Tu peux appeler Marcel, honorable Michel Moto, élu de Walikale. Walikale, pour votre information, c'est la capitale mondiale du coltan. Mais quand vous allez là-bas, vous croyez vraiment dans un village du Moyen-Âge, avec plus de 60 km² clôturé, occupé par une société américaine avec une piste d'atterrissage. Et les autochtones n'ont pas accès là-bas. Pour y atterrir, j'ai dit menacer les responsables de cette entreprise. Ce sont des choses inacceptables dans notre pays. Vous avez la parole, honorable Michel Mota. Merci, honorable président, pour la parole accordée. L'honorable Moutiki de l'IDPS Kibassa se prépare pour prendre la parole. Et Fambé, et on terminera parce que je lui avais fait la confiance, la promesse par les honorables Patrick Mounyomo et Ngoï Kassandi. Merci, président, pour la parole accordée. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux et estimés collègues, Madame la Première ministre, avant d'entrer dans le vif de mon propos, je voudrais également présenter mes sincères félicitations à son Excellence Madame Judith Souminois Toulouka pour sa désignation comme Première ministre de la République par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces félicitations s'adressent également aux membres de son gouvernement. Mon intervention n'est rien de moins qu'un plaidoyer en faveur du désenclavement du territoire de Walikale. Pour le développement économique, social et même pour des raisons sécuritaires, il est important que notre gouvernement, les gouvernements que nous allons investir aujourd'hui, prennent en considération la situation socio-économique et sécuritaire du territoire de Walikale. Nous sommes sans ignorer que ce territoire est au carrefour des 4 provinces. Le nord Kivu où il se trouve, le sud Kivu qui les borde au sud, la Chopo au nord et le Maniema à l'est. De plus, Walikale est riche des plus grands gisements de coltan au monde. Nous avons les réserves de Bissillé et aux alentours. Nous avons une forêt primaire dans laquelle plusieurs espèces d'animaux et d'oiseaux sont endémiques, dont nos célèbres gorilles des montagnes. Mais la vraie richesse de Walikale reste son peuple fort et résilient. Honorable président de l'Assemblée nationale, les efforts du gouvernement devraient se concentrer sur les défis ci-dessous. 1. Relier les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et la Chopo par la réhabilitation du tronçon routier sur la nationale 3, une cinquantaine de kilomètres. 2. Réouvrir l'aéroport national de Walikale avec un flux estimé à plus ou moins 100 vols par mois.
Troisième point, construire la prison centrale de Walikale. Plusieurs initiatives ont été entreprises pour lutter contre l'enclavement de ces territoires. Par exemple, dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République en 2019, il était prévu l'ouverture de 52 km de route sur la nationale 3, axe Bukavu-Walikale-Kisangani, ce qui comprend 3 provinces. 2. Il était prévu 50 km de route sur la route provinciale Goma-Walikale, ici dans le Nord Kivu. Malheureusement, ces projets n'ont pas été réalisés car cet important programme fut brutalement suspendu. Ces mêmes tronçons routiers sont inscrits dans le programme locaux de développement des 145 territoires qui a été porté à son époque par son Excellence Madame la Première ministre au Conseil présidentiel de veille stratégique puis au ministère du Plan. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que le gouvernement national prévoit parmi ses actions urgentes dans son axe stratégique 3.1.1 investissement dans les infrastructures de transport, la réouverture du tronçon routier Bukavu-Walikale-Kisangani sur la nationale 3. Cependant, il est crucial que ce programme ne reste pas une lettre de bonnes intentions, comme nous l'avons vu dans le passé, mais qui se concrétise par des actions tangibles. De plus, dans le secteur de la justice, je demande au gouvernement d'inclure expressément la reconstruction de la prison centrale de Walikale, actuellement en état de délabrement très avancé, vestige de l'époque coloniale. Ces initiatives sont indispensables pour le développement et la sécurité de notre territoire. En ce qui concerne la réouverture de l'aéroport de Walikale, cet aéroport d'une grande importance stratégique et socio-économique reste fermé aux habitants de Walikale. Les causes de cette restriction restent incertaines. La version officielle évoque la vétusté de la piste d'atterrissage. Honorable Président. C'était une page d'introduction. Je résume, je suis en train de citer, Président. Oui, vous allez vous casser à cette livre. Merci, Honorable Président. Citez vite alors. Lors de mon dernier passage à Walikale, j'ai été satisfait de constater que les conditions posées ont été prises en compte et réalisées par l'administrateur du territoire, que j'ai de nouveau consulté il y a quelques jours et qui a affirmé que désormais plus rien n'empêche la réouverture de cet aéroport. Je rappelle au passage que la circonscription de Walikale a élu le candidat numéro 20 à 93%, soulignant ainsi la confiance et l'espoir qu'elle place dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous faut reconnaître cependant que le PDL 145 territoires a quand même permis de réaliser quelques infrastructures administratives, la construction de quelques écoles et centres de santé, surtout dans les chefs-lieux du territoire. Nous avons même noté l'arrivée de l'électricité solaire par l'agence ANSER. Enfin, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable estimé député, chers collègues, pour toutes ces raisons, je demande au gouvernement d'inscrire expressément dans son programme de développement le début des travaux de la route Bukavu-Walikale-Kisangani, d'inscrire la réouverture de l'aéroport national de Walikale
et la reconstruction de notre prison centrale. Aussi, devant notre responsabilité collective, comme élus du peuple, de garantir ici un avenir meilleur à la génération à venir, je demande donc à l'Assemblée ici présente de soutenir le programme quinquennal du gouvernement souminant. J'ai dit, je vous remercie, honorable président. Merci, honorable Moto. Honorable Trésor Moutiki de Kibasa A. De IDPS Kibasa A. Non, vous amenez aussi une farde, donc là nous sommes partis pour dormir ici. Mais comment à votre âge vous êtes incapable de synthétiser? Et puis vous me donnez le document après. Moi je l'ai fait à 84 ans et vous n'allez pas le faire à votre âge. Bon, petit Saman, ok. Oui, toujours les demandes de parole continuent. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues. Contrairement aux autres collègues, moi je dirais merci au chef de l'État de nous avoir donné une femme pour la gestion de notre maison. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Mon intervention de ce jour, Monsieur le Président, je vais essayer de parler de 3 piliers. Vous avez 3 minutes, puisque je dois donner la parole aux autres, et Madame la Première ministre doit nous dire si elle est prête pour répondre ou pas. Monsieur le Président, pilier 2, on nous parle de la cohésion communautaire, gage d'une paix durable. Monsieur le Président, il y a frustration entre les communautés. C'est la réalité et vous le savez. Il y a une communauté très grande parmi les autres dans ce pays qui se trouve dans plus de 4 provinces. Une partie de la province orientale, au nord Kivu, chez notre collègue Michel Moto, dans les maniements, au sud Kivu, dans tes territoires, Monsieur le Président. Bientôt 10 ans, cette communauté n'a même pas un chef d'avenir partout au Congo. Et c'est quelque chose d'injuste. Comme Madame nous a parlé de la cohésion entre les communautés, je sollicite que ce point puisse être abordé dans son gouvernement, qu'on se regarde en face, qu'on essaie d'en parler. La communauté Lega et lésée est frustrée des années et des années, je l'ai dit. Et le président le sait très bien parce qu'il a des correspondances et il a trait à ces problèmes. Mon deuxième point, on parle des piliers 3. Je vous donne raison à 1000%. Que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau national, la communauté Lega a été tout simplement oubliée. C'est la faute de nous les leaders d'abord. Merci. Du Kivu. Merci. Mais cela n'empêche pas qu'au niveau national, nous puissions plaider pour la correction. C'est une faute grave dans les chefs de leaders du Sud Kivu. Mais vous êtes exemplaire, Président, parce que vous aviez proposé l'un de nôtres comme candidat gouverneur au Sud Kivu, malgré tout ce qui s'est passé dans notre province. Pour ça, je vous dis encore merci, Président. Merci pour ça. Merci. Pilier 3. On nous parle pilier 3, axe stratégique 3.1. Je prends la page 38 à 40. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter parce que lors de votre tournée à Mani, vous avez fait Bukavu jusqu'à Kamituga. Par route, vous savez de quoi je parle, Président.
à 21h. C'est 120 km. Je félicite aussi un collaborateur de notre maman Judith, l'honorable Bodji, qui avait fait aussi Bukavu jusqu'à Kitutu. Il connaît aussi ces problèmes. Mais c'est regrettable. C'est regrettable. Chers collègues, s'il vous plaît, c'est regrettable de voir que nous avons combattu, nous avons parlé pour les chefs de l'État. Je suis le seul. Je vais face aux opposants dans cette partie. Mais on manque quoi à dire. Je m'excuse, chers collègues. Un instant. Je m'excuse. Honorable député, chers collègues, laissez l'honorable Trésor Moutiki parler. Ce qu'il vous dit est très sérieux. Vous savez que quand vous dépassez seulement, je crois, Toubimbi, Kassika, ça devient trop compliqué. Vous savez, on avait tué les gens là-bas. Mwenga Centre, et un peu plus loin, la route devient impraticable. Non seulement impraticable, vous n'êtes pas un bon chauffeur, vous ratez votre route, vous êtes dans les crevasses et c'est des falaises de moitié de kilomètre. Et quand vous passez, le pont peut exister, au retour il n'y a plus de pont. C'était le cas pour nous là. Quand vous allez à Chabunda, c'est la même chose. Un sac de riz de 25 kilos coûte là-bas moins de 5 $. Mais on l'importe pour le vendre à Bukavu à plus de 25 $. Il vient de l'étranger. Alors quand il parle de choses sérieuses comme ça, il faut le laisser aller jusqu'au bout. Merci, allez-y. C'est inadmissible, durant les 5 ans de notre président Félix, que nous avons voté à 90%, il y a eu des correspondances énormes au ministère des ITPR ayant trait à ces problèmes. Aucune réponse positive n'a été réservée pour ces problèmes. C'est inadmissible, madame, qu'un citoyen de bonne foi puisse construire plus de 4 ponts avant qu'il soit même député national. Si la route nationale numéro 2 et le ministère des ITPR est là et les fourneurs existent, et le ministre ici présent dans votre gouvernement, il était encore ministre, il a réceptionné des correspondances, il a reçu les doléances, et il a refusé même de répondre par rapport à ce problème. Ça nous fait mal au cœur, madame. On n'a pas de millions pour aider cette population. Quand nous dépensons les paix pour nos enfants, pour réhabiliter ces ponts. Et aujourd'hui, ce sont les sociétés chinoises, appuyées par certains politiciens dans cette salle, qui sont en train d'exploiter de l'or, là chez nous à Kamituga. C'est le territoire de Mwenga, produit plus de 80% de minerais qui est produit au site Kivu. Et personne ne peut me contredire ici. Et à travers ce point, directement, Monsieur le Président, je vais parler du pilier numéro 1. Je termine, s'il vous plaît. J'ai donc 2 minutes. Honorable pilier numéro 1. On a Trésor Moutiki, on vous a déjà applaudi. Les documents là contiennent tous les problèmes de Mwenga. Mais je vais vous rappeler une chose que Madame la Première ministre doit noter, c'est que pendant la campagne, et ce n'est pas le ministre d'État du budget Bodji qui va me contredire, puisqu'il y avait contribué, même le lycée Ouima pour passer, monter, on n'arrivait plus à passer. Il était question qu'on fasse une partie de la route jusqu'à Bugogo et continuer jusqu'à Mwenga et aller vers le Maniema pour passer par Kasongo, Lubao, Kabinda et Mbujimai. Mais ça stagne pour le moment. Et donc vous, les honorables députés, vous devez en assurer le suivi. Il en est de même de l'axe, puisque Guissaro est là, même la route qui passe chez lui, qui passe par Kamagnola, la plaine de Ruzizi, Ouvira, Baraka, Fizi. On jette la première pierre et on s'abandonne. Quand vous prenez maintenant la route de Bukavu, Calais, vous continuez jusqu'à Goma. Mais c'est 120 km, c'est pas beaucoup. Mais même le président de la République avait posé la question.
Est-ce qu'il y a un sorcier qui empêche qu'on asphalte cette route de Belleville depuis l'indépendance? Donc à vous les députés, à nous les députés, moi je suis maintenant au niveau où je protège toutes les circonscriptions, à vous de vous mettre ensemble pour revendiquer le suivi de ces travaux qui avaient déjà été lancés par l'ancien président. Et la pierre avait disparu. L'actuel a commencé. On a stoppé. Mais alors, il faut qu'on termine. On est d'accord avec ça maintenant. Vous me remettez ces documents en disant au revoir aux députés. Monsieur le Président, je vais vous remettre les documents. Je sollicite que le gouvernement de notre maman puisse se pencher sur les problèmes de l'exploitation des minéraux chez nous à Mwenga. Nous voulons que toutes ces sociétés chinoises soient contrôlées et savoir tout ce qui se passe dans cette histoire. Et toute personne impliquée soit sanctionnée pour violation de la loi. Merci et je sollicite à tous nos collègues de voter massivement pour que Madame commence à travailler. Merci. Honorable Motiki Trésor, on vous a suivi à la base. Honorable Bajusise Vital, mon homonyme de l'AFDC quand même. Est-ce que vous savez que l'AFDC n'a eu qu'un seul intervenant, Madame Ndoussi, et l'INC n'a eu qu'un seul intervenant, jusque-là c'était qui, et le MLC, donc c'est pour vous dire, honorable Vital, venez, c'est lui. Je ne pense pas que vous parlez de la même personne. C'est qui devait intervenir pour l'AFDC? Mais il est là, c'est votre président du groupe parlementaire. Madame, honorable, et Fambe va intervenir. Honorable député, asseyez-vous. Honorable de la surveillance, vous allez intervenir. Mais si vous continuez à crier, vous n'interviendrez pas. Vous savez que je vous ai fait la promesse, non? Vous voulez tout dévoiler en public, c'est ça? Honorable député, vous avez la parole. Honorable député, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, j'ai préparé un papier que je suis obligé de le synthétiser par un petit questionnement. Mais avant cela, permettez-moi de remercier, de féliciter, de remercier le chef de l'État qui voudrait gérer autrement le pays à travers une femme comme chef de gouvernement. Le moment aussi pour moi de la féliciter avec toute son équipe. Honorable député, chers collègues, pour m'imprégner de ce programme, j'ai dû prendre les 3 programmes précédents, du gouvernement précédent. J'en ai tiré des remarques, mais aussi des petits questionnements. En synthèse, je voudrais destiner au bureau, à nos institutions, au gouvernement et assemblée, ces petits questionnements. Nous avons toujours reçu des programmes qui s'exécutent par les gouvernements. Je me pose la question, où sont les rapports d'exécution de tous les programmes qui sont exécutés par les gouvernements? Pourquoi on nous destine toujours des programmes, mais jamais des rapports? Deuxièmement, il existe un fossé criant entre les programmes, des plans et leur exécution. Nous allons demander à la Première ministre, qu'est-ce qui est nouveau dans tout ce qu'il nous dit? Quelle est la différence par rapport au programme précédent pour que nous puissions espérer des changements?
Parce qu'au regard de ce programme, c'est savamment monté, c'est fait par des mains expertes. Et on n'a pas tellement de critiques scientifiques. Mais le grand problème reste l'implémentation. C'est pourquoi nous demandons